sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette dernière édition de la saison 2021-2022 et pas pour clôturer en beauté mais quasiment, je suis en direct avec le président de Valcamp Expertise, Éric Galiac. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Éric, vous êtes avec nous pour nous dresser un bilan macroéconomique, microéconomique, géopolitique de la situation sur les marchés. Cette semaine, quel est votre bilan, Éric, de ces dernières évolutions financières? Alors le bilan des marchés de cette semaine est très positif, encore ce matin. On a une hausse qui continue. On est passé en ligne droite sur le CAC 40 de 5800 points à 6450 au moment où je vous parle. Donc c'est une reprise technique très puissante, effectivement. Qui, de mon point de vue, est une reprise technique qui est alimentée par notamment des rachats dans les fonds qui sont considérables, puisque le niveau atteint à la fin juin était extrêmement bas dans les fonds actions, donc il y avait un potentiel de retour de monnaie dans les fonds actions qui explique en partie le mouvement haussier de ces derniers, qui a donc été important cette semaine avec une hausse de plutôt 3 à 4% si on intègre les mouvements très récents, et donc une baisse de l'euro qui a perdu 0,7%. Ok, très clair. Merci Eric, parce qu'effectivement on a l'impression que le fondamental aujourd'hui n'explique plus vraiment les évolutions à court terme des marchés financiers. Alors c'est pas la première fois, c'est pas la première fois qu'on a finalement une situation assez étonnante par rapport à la réalité des choses. La réalité des choses, et la première information de la semaine, c'est la hausse des taux de la Fed. Voilà, c'est le premier point qui est quand même important, puisque la Fed a remonté ses taux de 0,75%, ce qui est quand même un phénomène lourd, on le voit sur le graphique. On a finalement réalisé en 6 mois la hausse des taux qui était réalisée en 3 ans. Dans le cycle précédent. Donc il y a un monetary tightening, comme on dit, il y a une restriction de monnaie qui est importante et qui a été confirmée par M. Powell. M. Powell a dit en gros, je vais vous remettre ça au mois de septembre. Je vais vous remettre 0,75 en septembre. La fourchette des taux de la Fed est entre 2,25 et 2,50, ça veut dire qu'on va aller direct à 3. Sachant qu'a priori, pour bon nombre d'économistes, le taux neutre, c'est 3,25, 3,50. Donc il y a de la place, a priori. Taux neutre, je ne sais pas comment on le calcule. Hier, on nous expliquait que le taux neutre, selon les économistes, il était à 6, 3,50 ou 2,25. Donc en vrai, c'est compliqué. Ce qu'il faut voir, c'est, je pense, en matière économique et financière, c'est la vitesse d'évolution des paramètres. Et donc la vitesse d'évolution, c'est qu'on est passé de 0 à 3 quasiment, ou à 3% place en septembre, 0 à 2,25, 2,55 aujourd'hui en très peu de temps. Donc c'est un choc pour l'économie américaine qui n'a jamais été aussi financiarisée, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est seulement à partir de maintenant, puisque là on a de 2,25 à 2,50, donc tous les contrats de prêt à taux variable qui sont très importants aux États-Unis vont prendre en pleine poire, en quelque sorte, cette hausse de taux. Donc là ça va commencer à compter au deuxième semestre d'une façon importante. Donc voilà, c'est le premier élément qui est évidemment négatif. Nous vivons une restriction de monnaie qui est importante au niveau de la Fed, mais aussi au niveau de la BCE, on l'avait vu la semaine précédente. Oui, ça ne fait pas partie des actualités que vous avez sélectionnées pour nous, mais on a publié, les chiffres de la croissance américaine ont été publiés hier et le PIB est ressorti négatif. Du coup, techniquement, les États-Unis sont en récession. Ça aurait pu faire partie de vos actus, Éric, quand même. Ça aurait pu faire partie de l'actu, des actus. Il se trouve que c'est toujours un peu technique, un peu méthodologique, et c'est vrai que les gens ne prennent pas le temps d'essayer de comprendre, d'analyser ce qui se passe, ou de comprendre au moins les indicateurs. Le PIB américain est calculé, et n'est pas calculé de la même façon, en variation, que le PIB européen, que ce que font la plupart des administrations statistiques dans le monde. Aux États-Unis, on prend une variation trimestrielle du T2 2022 par rapport au T1 2022, donc de trimestre à trimestre, et on annualise. Ça fait moins 0,9. Si vous prenez T2 22, vous comparez à T2 2021, on est à plus 1,6. Et c'est cette
cette méthode qui est utilisée en France pour... si on calculait à la mode française, on serait à plus 1,6. Donc il n'y aura pas de récession. Donc attention. Alors c'est ce que nous a dit M. Powell, justement pour continuer sur la hausse des taux, en disant je vais continuer à monter les taux. Et puis finalement, il n'y aura pas de récession parce que l'économie américaine n'est pas en récession. Il l'a dit lui-même. Alors, il n'est pas complètement stupide, même si sa crédibilité est quand même un petit peu attaquée, parce que c'est quand même le même personnage qui nous dit aujourd'hui que l'économie américaine n'est pas en récession, alors qu'il nous disait il y a quelques mois que l'inflation était transitoire et que ce n'était pas un sujet. Donc voilà, il y a un problème, me semble-t-il, de crédibilité aussi de la Banque centrale. De la Banque centrale. Alors, et puis c'est Janet Yellen, l'ancienne présidente de la Banque centrale américaine, qui disait que de toute façon, aujourd'hui, pour que l'économie américaine soit en récession, il faudrait plusieurs mois de suite de repli de la croissance. Donc en fait... voilà, tout le monde cherche à trouver un peu midi à sa porte en ce moment sur les... Oui, c'est vrai que les mesures actuellement sont compliquées. Il y a beaucoup d'erreurs de méthode qui sont faites, notamment entre des valeurs nominales et des valeurs réelles. Valeurs nominales, c'est-à-dire inflation comprise. Certaines statistiques sont publiées en valeurs nominales. Donc il y a de l'inflation là-dedans. Et donc on dit ça monte, oui ça monte, mais c'est l'inflation qui monte, c'est les prix qui montent, c'est pas l'activité, c'est pas les volumes. Enfin bon voilà. Parfait, c'est hyper dommage qu'on n'ait pas plus de temps, alors on me souffle à l'oreillette qu'il faut qu'on accélère, du coup on va accélérer. Votre deuxième actus, c'est le prix du gaz en Europe, Eric, qui se reprend. Ça nous montre que la situation géopolitique est compliquée. Il faut quand même rappeler que les Russes sont des joueurs d'échecs et qu'aujourd'hui ils nous donnent sans problème du gaz, de façon limitée, mais ils en donnent. Et puis on sait très bien que cet hiver, au pire moment, le gaz sera coupé. Ce qui montre quand même qu'on est dans une situation géopolitique très très difficile, une situation de guerre contre la Russie, il ne faut pas l'oublier. Et donc le prix du gaz a flambé comme le montre ce graphique, et la Commission européenne ou l'Europe a effectivement annoncé un plan de mutualisation du gaz quand ça sera compliqué, des objectifs de réduction de consommation qui sont, comme dans beaucoup de cas, et comme lorsqu'on est on regroupe un nombre de pays aussi important, très compliqué avec beaucoup d'exemptions, et donc ça montre qu'on sera probablement pris par le temps et que dans les 5 mois qui viennent, jamais l'Europe ne saura adresser une réponse, je dirais, efficace contre la coupure du gaz. Et que donc ça va poser un problème et que le rendez-vous avec l'hiver est quand même un rendez-vous très important de mon point de vue. Alors, c'est pas que le vôtre, de deux points de vue, Eric. Les économistes disent que si... Alors, la question qui leur a été posée régulièrement, c'est de savoir si l'Europe allait rentrer en récession et quand. En gros, les économistes disent... Probablement entre du T3 au T1, du T3 2022 au T1 2023, il y a un risque de récession très important, notamment du fait que la Russie puisse... Alors c'est du conditionnel, on n'en sait encore trop rien, mais a priori, si la Russie coupe son gaz, oui, effectivement, l'impact économique sur la croissance européenne et allemande notamment sera désastreuse en fait. Oui, c'est ce que vous venez de dire. D'accord, ok. On va enchaîner avec les publications d'entreprises. Eric, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, finalement, on nous prédisait le chaos, finalement, pas à force des choses. Elles sont plutôt solides. Dans leur ensemble, même en grande majorité, les publications sont solides. Et les guidance ne sont pas foncièrement revues systématiquement à la baisse, en tout cas. C'est vrai que c'est à nouveau, encore une fois, de bonnes surprises sur certaines entreprises, pas sur toutes, mais sur beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises européennes et françaises, donc LVMH notamment, Kering. On a quand même des chiffres qui sont assez impressionnants. Hermès ce matin, qui sont revus en hausse. Stellantis qui nous a sorti un chiffre fantastique. Et donc voilà, on a l'impression qu'effectivement, c'est encore tout bon. Avec toutes les limites qu'il faut y apporter parfois, et un discours plus prudent de la part des entreprises, notamment de Stellantis par exemple, qui, je dirais, mange tout son pain blanc maintenant, en quelque sorte, et se garde le reste, le pain noir, pour 2023, en quelque sorte. Et donc, toutes les sociétés cycliques, c'est vrai qu'il faut les vendre quand les bénéfices sont au plus haut. C'est ce qu'on dit. Et quand les PER sont au plus bas. Et c'est l'inverse qu'il faut faire, évidemment, pour les acheter. Donc, aujourd'hui, c'est vrai. C'est factuel. On a... du côté des bénéfices, des analystes financiers qui ne révisent pas en baisse 2022 ou très très marginalement. En revanche, ils sont en train de réviser en baisse 2023. Voilà. Mais en tout cas aujourd'hui, et c'est plutôt positif, on a
des chiffres de publication d'entreprises qui sont favorables en Europe, globalement. C'est extrêmement paradoxal, parce que comme vous le dites, effectivement, les analyses financières révisent 2023, les estimations de bénéfices pour 2023 à la baisse, mais dans le même temps, ces mêmes analyses commencent à anticiper un assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine pour contrer les risques, enfin pour contrer la baisse, la perte de croissance qui sera celle a priori des États-Unis. Du coup, mathématiquement, ça va redonner du peps au marché. Alors, si on voit que le côté positif des choses, ça monte toujours, hein, c'est toujours ça l'idée. Après, on peut très bien se projeter au-delà de la récession et jouer la reprise post-récession, mais il va quand même falloir passer par la case récession. Ouais, ok. Et ça, je demande à voir. Et que vous estimez toujours, que vous anticipez toujours pour le début 2023, en gros T1 2023 Je pense que le pire moment sera probablement fin de cette année, début d'année prochaine, enfin l'hiver. Ok, très clair. Merci Eric. On va finir votre actu avec justement donc Walmart qui lance une alerte sur. Donc sur tout n'est pas parfait dans ce monde, notamment des grandes entreprises comme Walmart qui ont publié des chiffres beaucoup plus bas que ce qu'anticipait le marché. Alors c'est pas nouveau comme le montre le graphique. Depuis le mois de mai-juin, on a des révisions en baisse sur Walmart, ce qui montre bien qu'aux États-Unis la situation n'est pas idyllique. Il ne faut pas, je dirais, comprendre ce qui se passe dans le monde au vu des variations de prix de bourse, mais l'inverse. C'est pas parce que la bourse monte que ça va bien. Et je pense que ça, c'est quand même important de le rappeler en quelque sorte. Et ici, on voit aux États-Unis que la consommation n'est pas forcément en si bonne forme que cela. Et Walmart le montre, comme Target, comme aussi d'ailleurs en France non, le distributeur américain Amazon, bien sûr. Donc tous ces éléments-là nous montrent que la consommation n'est pas forcément en grande forme et c'est un élément plutôt négatif. Effectivement. Donc tout ça sera surveillé de près. Dans cet environnement que vous nous présentez, Eric, quelle est, alors on l'anticipe facilement, mais quelle est votre synthèse La synthèse est négative, donc de -2, et notre position de marché, elle est a fortiori inchangée. C'est-à-dire se tenir à l'écart du marché action. Nous, on propose que ce rebond est très technique, il est lié uniquement à la sphère financière, avec l'idée que déjà, il faudrait s'associer au rebond post-récession. C'est ça l'idée. D'accord. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la récession, notamment en Europe, il va falloir la vivre. Et c'est finalement le rendez-vous avec le réel qui me gêne. Une espèce de purge, en fait. Vous attendez une espèce de purge sur les marchés pour le contre-pied peut être retrouver majeur. un nouvel élan. En fait. Le contre-pied peut être majeur, et il le sera probablement, me semble-t-il. Nous sommes dans une année porte du saloon, comme disaient les professionnels. Depuis le début de l'année, on le dit. C'est une année très compliquée et qui, à mon avis, se terminera mal. Ok, donc Eric qui va passer ses vacances au saloon. Très bien, merci Eric, merci beaucoup pour ces précisions, votre analyse, votre œil. Je rappelle que vous êtes président de Valcamp Expertise, que c'est la dernière édition de la saison et qu'on vous retrouvera, je l'espère, le 22 août prochain. Merci beaucoup Eric, on va marquer une pause et juste après ce sera notre point bourse. A tout de suite sur TF Finance.